Bref, on avance. L'autre gros match qu'on voulait aborder ensemble, c'est un match de tes Boston Celtics. C'est ton ancienne équipe de cœur, maintenant que c'est Washington. Mais non, alors les Spurs contre Boston, qui était l'occasion de voir, alors de parler de Boston. Le match était intéressant en soi, notamment un aspect de Twin Tower qui se fait depuis quelques semaines. On en parle déjà avec toi depuis quelques temps. Mais aussi les Spurs par rapport à De'Aaron Fox. Qu'est-ce que je te lance? Qu'est-ce qu'on peut commencer à dire sur ce match? Alors, moi, il y a un premier aspect qui est pas hyper tactique, mais qui m'a sauté aux yeux, c'est la méforme physique de Wembanyama. D'accord. Et il y a je crois que du coup c'est Garincha qui disait dans le Discord qu'il y avait potentiellement un virus et qu'il avait un peu du mal justement avec le fameux rodéo trip de janvier des Spurs. Mais c'est vrai que il a manqué énormément de mobilité, j'ai trouvé, et il s'est fait pas mal attaquer sur du pick and roll. Et j'ai trouvé que les angles qu'il utilisait et le retard qu'il avait constamment, c'était, je veux dire, d'habitude il est en retard, mais son corps lui permet de rattraper son retard. Là, il était plus en retard que d'habitude sur un peu toutes les actions défensives. Et en plus de ça, du coup, vu qu'il était moins en forme, il pouvait moins rattraper le premier retard occasionné. Donc, voilà, j'ai senti qu'il y avait quand même peut-être besoin d'un break pour lui. Donc, je pense que le All-Star Game... Il avait seulement la deuxième marge d'erreur de l'histoire. Voilà, plus la première. La première, c'était lui. Lui en forme. Voilà. Et là, il avait seulement la deuxième, on peut dire. C'est ça. Mais du coup, dans le spacing des Celtics, la marge d'erreur est aussi beaucoup plus compliquée. Parce que du coup, tu peux moins te rattraper. Et tu vois, les Celtics, sur le match au niveau des stats, proche du cercle, ils finissent à 80% au cercle et 70% sur les shorts mi-distance. Bon, je pense que d'habitude, la protection de cercle du côté des Spurs est un peu meilleure que ça. Et là, cette fois-ci, j'ai l'impression d'avoir retrouvé un spacing vraiment très bon de la part des Celtics. Et je pense que c'est aussi lié aux absents qui seront Jrue Holiday et Jaylen Brown, et du coup c'est des joueurs qui sont pas forcément, qui sont soit neutres et qui deviennent peut-être même négatifs pour le spacing des Celtics, alors que là le spacing était vraiment très bon. Le seul joueur qui était considéré comme un non-shooter, c'était du coup Al Horford, mais du coup Al Horford qui a été beaucoup utilisé comme poseur d'écran justement pour faire sortir Wembanyama de la peinture. Et qu'on a fait shooter même. C'est donc même pas tant que ça considéré comme un non-shooter. On l'a utilisé pour des pick and pop volontaires en plus. Oui, parce que Boston l'utilise comme un shooter, mais les défenses adverses commencent à le considérer comme un non-shooter, entre guillemets. Mais à l'inverse de Jrue Holiday, qui peut faire autre chose que du spot-up shooting, à Horford, on arrive quand même à un moment de la carrière où, à part du pick and pop et du spot-up shooting, il peut pas faire grand-chose d'autre. Donc, même si la défense va le considérer comme un non-shooter, Boston va continuer à l'utiliser ainsi. Et du coup, assez logiquement, au niveau de la défense de la raquette, ce qu'on avait du côté un peu de l'opposition des match-up, c'est Barnes qui défend sur Porzingis et Porzingis, du coup, qui défend sur Barnes, parce que du coup, Porzingis, pour le garder proche de la raquette, qui a plutôt considéré Barnes comme un non-shooter, et Horford qui était plutôt sur Wembanyama. En tout cas, le but, c'était de garder Porzingis, du coup, en défense sur Barnes, et Barnes, lui, défendait du coup sur Porzingis, donc on a eu un peu cette opposition-là. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas automatique qu'on ait les mêmes match-ups d'un côté et de l'autre, parce que tu peux avoir un coach qui dit non, moi je veux un tel, mon pivot, je le veux sur le poste 4 adverse, mais de l'autre côté, le mec il dit non, moi mon pivot, je le veux sur le pivot. Et donc c'est vrai que là, bizarrement, ou de manière drôle, on avait un peu les mêmes match-ups des deux côtés, mais c'était pas un truc en miroir, c'est juste qu'il y avait des motivations différentes qui étaient... les Spurs voulaient Wemby sur le non-shooter des deux, donc voulaient Wemby sur Al Horford, comme ça il peut l'abandonner pour aller romer au panier, et donc ce qui faisait que Porzingis ensuite on le faisait défendre par Barnes. Et de l'autre côté, c'était plutôt l'aspect de justement avoir plutôt Porzingis qui peut remuer autour du panier, ou surtout que Porzingis ne soit pas sur le match-up individuel de Wemby, je pense. Et donc c'est pour ça qu'on a mis du Al Horford, qui a d'ailleurs plutôt très bien défendu sur ce match. Il a fait son match défensif. Alors, ça dépend ce qu'on appelle match défensif, mais grosso modo, il faisait un drop où il restait collé à Wemby, et les Spurs n'ont pas été capables de le punir, mais parce que la question des porteurs de balles peut aussi peut-être se poser sur ce match-là. Mais voilà, c'est marrant parce qu'on a eu exactement le même match-up, mais finalement pour des raisons très différentes, quoi, des deux côtés du terrain. On a eu la même match-up inversée, entre guillemets. Mais oui, et du coup, l'utilisation aussi va être différente, parce qu'au début, Boston pose les pick and roll avec Porzingis. Les step-up screens qui font beaucoup, ils les posent avec Porzingis, mais du coup, c'est plus facile à switcher pour les Spurs, parce que du coup, ils peuvent mettre Barnes sur Tatum au moment du switch. Alors que du coup, ce que fait Boston ensuite, c'est d'utiliser les step-up screens avec Horford
pour du coup faire sortir Wembanyama. Et c'est là où je trouve on a eu les exemples un peu les plus flagrants du manque de forme de Wembanyama, c'était les retards parce que du coup si t'arrives pas à suivre à Horford qui te pose des step-up screens, c'est déjà un peu compliqué. Et en plus voilà, les angles étaient pas bons. Donc on a eu quand même une opposition un petit peu de match-up qui était intéressante. Et pour en revenir sur le drop d'Al Horford, c'est des situations qui lui conviennent bien, d'avoir des porteurs de balles qui sont pas très bons entre guillemets sur du pull-up, et c'est là où il se permet de faire du drop. À l'inverse, par exemple contre les Clippers, il les essaye quand même de garder sa notion de switch, parce que contre Garland, il préfère l'avoir à la limite monter haut sur Garland et essayer de contenir le drive plutôt que de l'avoir sur du drop et qui concède le pull-up, quoi. Donc ça dépend aussi pas mal des porteurs de balles adverses. Bah après, j'avoue que je te trouve un peu dur sur Wemby. C'est vrai? Ok. Ouais, en fait, il y a un côté où... alors peut-être qu'il y a un état de méforme, peut-être, il y a un côté fatigue, etc. Mais c'est vrai que comme tu dis, on a Garincha ou des fans des Spurs qui nous le disent. Ça. Eux, ils voient tous les matchs, ils disent, ouais, il est un peu moins bien en ce moment individuellement. Mais okay. Non, après, moi, ce que je trouve tout de même, c'est que, premièrement, même en étant moins bon, t'as encore des séquences incroyables où... ah oui! Non, mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, même s'il fait n'importe quoi en début de possession... Ben à la fin, alors j'ai en tête un drive deuxième mi-temps là où Tatum essaie de l'attaquer sur drive, il pivote les hanches du mauvais côté, il fait un 360 alors que t'es jamais censé faire ça, t'es censé toujours coulisser d'un côté, ensuite de l'autre, garder les hanches bien en face, tu vois, et lui il se mélange un peu les pinceaux, et à la fin du drive, Tatum m'a passé l'épaule, etc. Et non, je prends pas le tir, quoi. Je prends pas le tir parce que je ressors et ça se finit en Pritchard qui prend un tir un peu de mauvaise qualité, je crois, mais donc il y a ce côté où même une autre fois, il dézone un peu, il abandonne à Horford dans le corner pour rôder autour du panier, ça skip vers Horford qui veut attaquer en sortie de dribble, même avec un cran de retard, le mec il lève les bras, il compte le tir, quoi. Donc il y a ça, mais surtout, même s'il y a un côté méforme, tu vois, je pense que c'est aussi, et c'est là-dessus que je veux insister, c'est le plan de jeu de Boston qui a été très bon. Donc il y a un côté de lui, la forme individuelle ou pas individuelle, mais je trouve qu'il y a un côté où juste Boston a été parfait pour le cibler. Alors au début pas trop. Au début, on a surtout insisté sur Porzingis qui a fait un bon match en termes de punir les switches d'ailleurs. Là-dessus, parce qu'effectivement Barnes qui va sur Tatum c'est moins intéressant, mais Porzingis a été très bon, et d'ailleurs les Spurs essayaient parfois de tiens mince on a un switch, on va essayer essayons que Wemby vienne prendre Porzingis en deuxième rideau, les scram switch, les kick-out switch, et on n'y est pas arrivé tout le temps, mais donc ça c'est un premièrement, mais après ce qui a été bien c'est que, et étonnant même, c'est qu'en fait Mazzulla a ciblé Wembanyama, et je pense que l'idée c'est un peu de se dire bon, lui, de toute façon, on va le mettre sur un non-shooter. Il va être mis sur un non-shooter. Il va abandonner son non-shooter. Il va rôder autour du panier. En gros, il va être un 2 contre 1. Il va être un peu le mec en bonus qui va priver l'accès au panier. Et vu sa dissuasion, c'est pas bien. Parce que dans toute situation, on sera grosso modo en 2 contre 1 avec un 1 contre 1 dans le périmètre ou qui va aller au panier et Wemby derrière. Et ça, on veut pas. Donc, la tactique, c'est de dire, si on le veut pas off-ball, mettons-le on-ball, quoi. Et comme ça, il y aura personne derrière. En tout cas, l'aide qui vient derrière, c'est pas de même qualité. Et je trouve que tactiquement, il y a eu 2 trucs qui ont été beaucoup faits, t'en as parlé, c'est les fameux step-up screen. Alors pour décrire, il y a un système qu'ils ont fait 15 fois dans le match, c'est Derrick White et Porzingis sur l'aile droite, ils font un pick and roll à 2 sur l'aile droite, soit on a un switch, on peut l'attaquer ensuite avec Porzingis, post-bas, etc. Soit sinon, on fait ce pick and roll sur l'aile, et puis renversement sur l'autre aile, très rapide, et effectivement ça prend un peu de cours Wemby, mais pourquoi ? Parce que Wemby, il fait un peu son job. C'est-à-dire que quand il y a ce premier pick and roll sur l'aile gauche avec Derrick White et Porzingis, il dézone un peu. Il fait un peu son job. Il dézone un peu. Il abandonne son shooter pour venir être proche de l'action, récupérer éventuellement Porzingis après le switch ou des trucs comme ça. Et donc en fait, il y a une question. Tu vois, c'est pas que son niveau de jeu, je trouve. Il y a une question tactique aussi de. Il est pris à revers par le schéma, quoi, par le côté. Toi, tu dézones pour couvrir le premier pick and roll, et donc sur le renversement de jeu. Tu peux pas être à temps sur le edge, tu peux pas monter à temps, et ça c'est aussi pourquoi, parce que quand tu renverses sur l'autre aile pour un deuxième pick and roll surprise, le step up, c'est avec Tatum, et donc Tatum, il y a le pull-up à 3 points, donc les Spurs voulaient edge, voulaient monter au niveau de l'écran, parce que si tu restes bas, il prend le pull-up, donc il y a ça, et il s'est fait en fait avoir beaucoup, parce que tu dézones au début, et quand tu reviens en retard, t'essaies de revenir au niveau de l'écran, tu te fais avoir, quoi, soit par le pull-up de Tatum, soit sinon Tatum il t'attaque dans le dos. On a eu pas mal de drive hyper intéressants de Tatum qui, Wemby arrive en courant un peu en retard, mais pas de sa faute, mais un peu en retard, il arrive au niveau de l'écran en train de monter, Tatum l'attaque dans le dos, quoi. Donc ça, c'est schématiquement, je trouve que ça a été très bien fait, et ça a été fait plein de fois. Et d'ailleurs, tu dois être content parce qu'on en parlait assez régulièrement, ce côté. Je suis ravi. Mais non, mais ce côté où parfois ça fait pas assez de pick and roll un peu direct avec Tatum, quoi.
Non, mais là, ça fait pas mal de matchs qu'ils en font. C'est ça. Alors après, parce que Jaylen Brown est blessé aussi. Mais ça date même un petit peu d'avant ça. Et le match contre les Knicks aussi, ils ont spammé ce pick and roll là pour attaquer Karl Anthony Towns. Ça a très bien marché parce qu'en plus, contre les Knicks, ils utilisaient des ram screens de Derrick White pour, entre guillemets, déjà générer un premier temps de retard. Donc c'est-à-dire que ce qu'ils faisaient sur le pick and roll, pour que ce soit plus clair, c'est que avant que Porzingis vienne poser un écran sur le porteur de balle qui était Jaylen Brown, et il y a Derrick White qui venait poser un écran en bas du terrain, entre guillemets, sous le panier, pour Porzingis. Non, c'était Cornet d'ailleurs, c'était Cornet et Keita. Alors attends, juste pour résumer, grosso modo, c'est un pick and roll très simple, avec un porteur de balle, un poseur d'écran, mais le poseur d'écran recevait lui-même un écran avant de monter. Voilà, comme ça, le défenseur arrive un peu en retard sur le pick and roll classique. Voilà, c'est juste une ram action, c'est ça, c'est juste perturber un peu avant le premier écran. Mais c'est très basique. Mais donc je fais comme toi, je me perds parfois dans les explications. Donc Oui, mais il y a des fois, je sais pas ce que je suis censé expliquer ou pas expliquer. Mais du coup, voilà, puis en plus, je me perds dans les noms. Mais en gros, voilà, c'était l'idée. Mais pareil, hein, le match contre les Cavs, tu l'as vu aussi sans doute, mais on a eu beaucoup de pick and roll et de Tatum pick and roll, ce qui fait plaisir, la victoire à Cleveland. Là. Et ben justement, c'est un des premiers matchs où, même s'il y a la présence de Jaylen Brown, ils l'ont quand même fait, ce qui me laisse à penser que c'est pas que dû au fait de la blessure de Jaylen Brown. Et je suis hyper content parce qu'en plus, c'était pour moi un des trucs qui pouvait un petit peu relancer l'attaque, qui était un peu en perte de vitesse parce que les schémas habituels ne fonctionnaient plus et il y avait une besoin de s'adapter. Et tu vois, j'avais écrit un article dessus et j'avais dit pour moi les deux pistes vraiment sur lesquelles il faut insister, c'est le pick and roll de Tatum et le passing de Porzingis. Bon, le passing de Porzingis, je sais que j'ai l'impression que c'est un truc qu'ils veulent pas faire. Ouais, c'est tout autant une licorne que lui-même, hein, que son profil, hein, le passing de Porzingis. C'est-à-dire, on le voit parfois, quoique non, le licorne, on n'est pas censé l'avoir, mais non, mais il y a des flashs, mais c'est pas régulier, quoi, depuis X années. Hein. Ouais, mais je trouve que c'est pas régulier parce que c'est pas quelque chose qui lui est demandé. Je pense que c'est quelque chose qui n'est jamais, enfin, sur lequel il a pas, la volonté. Peut-être que ça lui est pas demandé parce que c'est irrégulier aussi. C'est l'œuf ou la poule, tu vois. Ah ouais, mais enfin, je veux dire, c'est quand même, il y a une telle notion de gravité. Je trouve que ça manque de mouvement autour de sa gravité que c'est lui qui, enfin, pour moi, la faute vient plutôt de la situation un peu statique de l'attaque de Boston quand il a le ballon que l'inverse. Parce qu'une fois qu'il a les ballons sur les post-up au mismatch, tu regardes l'équipe de Boston, on va pas bouger parce que si on bouge trop, on va apporter un peu potentiellement un deuxième défenseur sur le post-up et il va pas avoir sa situation. Mais en réalité, ça reste quand même des mi-distances contestées. Et pour moi, je trouve que la faute est plutôt du coup de l'animation offensive autour de Porzingis quand il a le ballon et il profite pas vraiment, je trouve, de sa gravité. Et parfois même, je trouve qu'il obtient le ballon dans la mauvaise zone. Pour moi, il devrait obtenir les ballons soit plus proche du panier, soit au-delà de la ligne à 3 points. Mais quand il l'obtient dans cette zone un peu morte autour de la ligne de lancer franc, je suis franchement pas convaincu de la bonne approche offensive, en tout cas autour de ça. Donc bon, après c'est personnel, mais voilà. Donc en effet, Boston, le plan de jeu, ça a été des pick and roll classiques pour pick and pop de Hallerford pour mettre un peu dans l'embarras Wemby, hein, qui veut rester un peu bas face à des Derrick White ou des mecs comme ça, et donc pick and pop un peu haut. Face à un Tatum où il préfère monter au niveau de l'écran, on a eu ces fameux step-up screen, renversement de jeu un peu surprise qui fait que bah non, je suis en retard, je peux pas arriver à temps et monter sur l'écran, et donc Tatum pouvait aller dans le dos par surprise. Et le troisième truc qui a été fait, là encore, hein, une dizaine de fois sur le match, c'est des séquences de Spain, pick and roll, qui ont été spammées encore et encore et encore et encore. Donc Spain, c'est quoi ? C'est un pick and roll classique, hein, un porteur de balle, un poseur d'écran, et avec un troisième écran qui est censé gêner dans le dos. Voilà, au milieu de terrain, il y a un Spain qui vient gêner le mec qui est censé le reculer, quoi, grosso modo. Et ce jeu à 3, les Spurs s'en sont pas dépatouillés parce que on a un peu, ça se démocratise depuis quelques saisons, un peu des concepts de zone dans ce genre d'exercice où, voilà, toi sur le Spain, si tu veux faire un drop, bah t'es bloqué parce que quelqu'un littéralement te bloque pour t'empêcher de reculer. Et donc, ce que font beaucoup d'équipes, c'est une espèce de zone depuis quelques années où, en gros, chacun reste un peu dans son coin. Comme ça permet de couvrir et le porteur de balle et le shooter qui pose à l'écran et puis qui ressort vers le haut, et aussi à la fois le rollman qui pose un premier écran et qui va descendre vers le bas. Et sauf que là, c'était pas très au point, quoi. Tu vois, t'avais un Wemby qui voulait pas se faire screener
se faire éliminer de l'action par l'écran vers le bas, donc par le Spain. Mais ensuite, tu avais un shooter qui ressortait, je crois que c'était beaucoup Pritchard, ou des mecs comme ça qui ressortaient le pick and pop, ça a été ouvert. Enfin bref, ça a été un peu le boxon au niveau de la défense de ça, et c'est pas pour rien que ça a été enchaîné plein de fois, quoi, parce que les Spurs n'ont jamais vraiment trouvé la bonne manière de le défendre, soit rester en zone, en tout cas plus ou moins en zone, soit faire des switches, soit enfin voilà, c'était pas très clair, et donc Boston a fait encore et encore, et ça a marché, quoi, pour le coup, ça a bien marché, et ce qui fait que ouais, on a eu un plan de jeu de Mazzulla qui a dit Wemby il est trop dangereux quand il est off ball, on va essayer de le mettre le plus possible on ball, mais pas que genre pick and roll sur Wemby, quoi. On a quelques actions un peu complexes qui ont été mis en place pour que ça soit pas trop facile, quoi, parce que sinon juste pick and roll un peu trop simple, les Spurs disent bon on défend à 3 contre 2, quand on fait venir un troisième homme pour couvrir le pick and pop, toi Wemby tu restes en drop, et puis voilà. Donc ouais, j'ai trouvé pas mal du tout ce match offensif de la part de Boston, et puis de l'autre côté, qu'est-ce que t'as pensé soit de la défense des Celtics, soit sinon de l'attaque des Spurs? Ça, c'est plus dynamique, un peu plus dynamique que les premiers matchs que j'avais vus des Spurs dans l'utilisation de De'Aaron Fox. Je l'ai trouvé à utiliser un peu plus de manière lancée, entre guillemets, vers le ballon, entre guillemets. Donc ça, c'est plutôt positif, parce que des premiers matchs que j'avais vus, je trouvais l'attaque un peu statique autour de De'Aaron Fox, et par contre le manque de spacing, je trouve, est toujours assez criant. Et surtout, juste pour dire, il lançait ma main gauche, carrément. Tu vois, c'est que des actions qui le lancent sur sa main gauche. Donc soit depuis le corner côté droit vers le milieu de terrain, main gauche, soit sinon depuis le milieu de terrain vers le corner côté gauche, main gauche. C'est un peu, c'est pour lui, quoi. Donc c'est vrai qu'on le voyait pas trop avant, je trouve. En fait, oui, un peu pour expliquer aux auditeurs, ça veut dire quoi quand on explique qu'il arrive lancé, c'est que du coup, souvent, il utilise un premier écran off-ball avant d'obtenir le ballon sur un main à main ou de recevoir une passe. Donc, en gros, c'est des sortes de zoom action avec un premier écran et un end-off, ou alors parfois c'est l'inverse. C'est un end-off plus un écran, donc je crois que ça s'appelle des Miami Action, où on a aussi des Get Action, où il envoie le ballon vers le joueur vers qui il va utiliser l'écran pour le réceptionner. Donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser justement au plus possible sa vitesse à De'Aaron Fox pour générer les décalages, parce qu'au final, j'ai pas l'impression que balle en main, c'est là où il en crée le plus des décalages. Là où il y a un peu des problèmes aussi, c'est que au niveau du spacing, par exemple, Boston, ils pouvaient mettre Porzingis sur Harrison Barnes sans trop le respecter à 3 points, et ils pouvaient aussi le faire avec Chris Paul. Et qui, en plus, Chris Paul va avoir beaucoup plus de mal à attaquer Porzingis qu'il y a quelques années, parce que du coup, il y a moins de mobilité. Autour de ça, t'avais aussi Horford, du coup, qui lui restait vers Wembanyama, et du coup, la seule vraie menace à 3 points qui était considérée par les Celtics sur le début de match, en tout cas, c'était Devin Vassell. Du coup, en fait, assez vite, t'as des problèmes de spacing, et les problèmes de spacing te forcent à obtenir et à prendre des tirs compliqués. Et en fait, encore une fois, quand tu regardes le match de Fox, il y a 4 sur 5 au cercle, mais aussi 4 sur 5 sur du long mi-distance, quoi. Donc, le match offensivement est plutôt bon, parce qu'en fait, il y a une bonne réussite, mais dans des zones qui sont pas rentables, entre guillemets, et ça manque aussi un petit peu de 3 points. Et là où parfois le pick and pop de Wembanyama peut être bon, j'ai trouvé déjà, il y a des fois où c'est du pick and pop pour Wembanyama qui finit sur du mi-distance, donc pas sûr que ce soit la meilleure approche. Et j'ai trouvé qu'autour de De'Aaron Fox et Wembanyama, ça manquait aussi un petit peu d'activité, quoi. J'ai trouvé qu'à part Stephen Castle, c'était assez statique autour du duo Wembanyama De'Aaron Fox, quoi. Ouais, et puis même, tu vois, je trouve que, alors moi, c'est un de mes points depuis l'an passé déjà, c'est que finalement, Wemby, c'est des pull-ups à 3 points, mais c'est pas tant que ça de spacing, justement. Le côté catch and finish, le côté catch and shoot, même le côté spot-up, je reste dans le périmètre et je prends des 3 points. En ce sens, je trouve qu'il apporte pas de spacing parce qu'il est toujours autour du ballon, quoi. Donc, il fait pas partie des mecs off-ball qui sont censés aérer le terrain. Et là, notamment, pourquoi est-ce qu'Horford fait un bon match? Parce qu'en fait, il reste collé à Wemby sur ses drops, et même pas que sur les drops. Parfois, il reste collé juste, voilà. Et en fait, c'est pas dérangé, ce drop ou ce edge,
parce que Wemby s'écarte pas forcément pour le pick and pop en fait. C'est pas trop son jeu de poser l'écran et de ressortir à 3 points. Donc il y a un côté où alors Ford peut rester bas et grosso modo quand il reste bas et qu'il peut rester tranquille avec à quelques centimètres de lui, à quelques mètres de lui, il y a à la fois Wemby et à la fois le porteur de balle. Alors que l'antidote au drop quand tu restes bas, c'est que le poseur d'écran lui il reste haut. Comme ça tu crées cette distance et tu crées un vrai dilemme de Horford. Est-ce que je monte sur Wemby ou est-ce que je reste en bas pour couvrir le drive? Et c'est vrai que ça, je trouve qu'on a vu premièrement que c'est pas son jeu, le pick and pop encore, alors que en effet c'est un grand qui shoot, mais pas tellement, pas sur cet exercice encore. Il l'a fait un peu, 2-3 fois, mais pas des tonnes, alors que ça aurait été l'antidote parfait. Et puis je pense que les porteurs de balles aussi ont pas été top. Alors à quel point c'est lui de la pose d'écran aussi qui est pas parfaite, et c'est un peu normal avec son centre de gravité très haut. Mais tu vois, il y a des fois où je pense qu'il y avait des fenêtres de passe qui n'ont pas été saisies par des Vassell ou par des mecs comme ça, parce que la fenêtre de passe, elle est très très courte, elle est pas si facile que ça à aller chercher, et que ouais, techniquement il y a la menace de lob, mais il faut la prendre quoi, face à une défense qui défend bien, qui rétrécit bien le terrain. Donc un peu décevant de ce côté-là, j'ai trouvé. Et ce qui était un peu décevant aussi, c'est que pas tant que ça de play call pour que Wemby cible un peu volontairement et directement, frontalement en fait à Horford. Il y a eu une fois en deuxième mi-temps, première action de la deuxième mi-temps, c'est un écran pour grosso modo un post-up de Wemby en plein milieu de la raquette pour aller cibler Horford. Mais en dehors de ça, il n'y a pas eu tant que ça d'actions comme ça quoi. Et tu te dis, le pick and roll, Horford t'arrives pas à le punir parce que t'as pas tant que ça de pick and pop, et puis même le alley-oop, il faut des bons passeurs et on les a pas trop eu. Et de l'autre côté, t'as même pas eu, alors Horford il est vieux, donnons la balle à Wemby qui va attaquer en 1 contre 1 Horford quoi. Et ça, on l'a pas eu. J'étais un peu frustré moi de ce côté-là, parce que je pense qu'il y avait moyen de faire un peu mieux, et même beaucoup mieux en termes de fréquence et de play call en fait. Ouais, même, tu vois, je pense que t'en as parlé, je crois que j'ai vu passer un tweet, mais au niveau des pick and roll inversés, aussi, ouais. Le duo Horford-Hauser, tu peux l'attaquer là-dessus. Parce que Hauser, c'est un défenseur qui est neutre sur le ballon, mais qui est vraiment en galère off-ball ou alors dans la gestion de ce genre de situation. Et tu pouvais clairement aller le chercher là-dessus, ou t'allais justement forcer Hauser et Horford à défendre un pick and roll inversé, des choses que du coup ils ont pas du tout l'habitude de faire, parce que Horford qui doit négocier dans la navigation d'écran, excusez-moi, et Sam Hauser qui doit s'adapter à passer au-dessus ou en dessous d'un écran. Enfin, c'est pas du tout adapté à leur jeu et à leur aptitude, mais ça a été très peu fait, et on en a toujours pas vu avec De'Aaron Fox des pick and roll inversés. Je sais pas s'ils sont en train de je sais pas, peut-être qu'ils ont pas déposé le brevet ou ils attendent d'avoir la licence, mais je comprends pas pourquoi il y a pas encore eu lieu, quoi. Même là sur le match, il y en a eu avec Vassell, il y en a avec Castle, mais il n'y en a pas eu plus de 4 ou 5 dans le match, je crois. Oui, alors que... Ouais. Alors qu'il fait des matchs à 45 points l'an dernier, en fin de saison, sur pick and roll inversé, quoi. Mais oui, et puis, je comprends que le pick and roll, ça puisse un peu faire chier tout le monde parce que c'est le truc qu'on spam depuis des années, mais n'empêche que ça a créé tellement de décalage qui peuvent amener d'autres choses derrière. Enfin, le pick and roll, c'est pas basique, ça en fait, c'est ce qui est bien, c'est que c'est le moyen le plus simple de créer un décalage, et quand tu le fais avec un porteur de balle unique comme Wembanyama qui du coup est défendu par des joueurs de 7 pieds, tu fais des pick and roll qui sont modernes et qui créent forcément des problématiques dans la défense adverse, qui vont devoir venir un safety, ou alors si du coup ils sont sur du late double, faire venir potentiellement, générer du pill switch ou des X out ou bref, des décalages. Des trucs qui forcent à s'adapter. Et moi, je trouve que ça manque clairement de décalage. Et les tirs de Wembanyama, ils sont quasiment tous contestés, j'ai l'impression. Et les tirs de Fox, c'est pareil, c'est des tirs compliqués, quoi. À part sur transition. C'est une super équipe de transition, par contre. Enfin, ça, c'est bien. Non, mais c'est un peu décevant cet aspect de. Alors que là, je revois encore une fois l'action où Wemby carrément en retard sur l'écran, il fait un tour sur les mêmes. Tatum le passe, et non, je prends pas quand même le tir parce qu'il y a Wemby qui est à 2 mètres de moi. C'est quand même son super pouvoir. Pardon, j'étais interrompu par les highlights devant mes yeux, mais non, mais ouais, c'est un peu frustrant. Et d'un côté, je trouve que les fans des Spurs sont parfois un peu exigeants en mode, c'est quand même Boston, quoi. Tu te fais trier par Boston, c'est pas le scandale du siècle, quoi. Toi, tu joues le play-in, play-off, c'est pas scandaleux. De l'autre côté, je comprends aussi en mode, c'est quand même une meilleure équipe en face de toi, donc c'est normal de perdre, mais peut-être que le play call peut être meilleur, peut-être qu'on peut appeler des meilleurs jeux. Tu vois, par exemple, moi, Chris Paul est sur le terrain, sur ce match-là, il est titulaire, mais sauf que c'est pas Chris Paul, quoi. C'est juste un mec qui a le statut de Chris Paul et qui joue les minutes de Chris Paul.
mais sauf que tu l'utilises pas comme Chris Paul. C'est pas prends des écrans, les pick and roll, enfin l'attaque de Chris Paul quoi. En fait, il est sur le terrain parce qu'il a un statut, mais tu vois, il fait des dribble and off, il fait des zoom action, il fait c'est pas grand chose, il est dans le spacing. Donc j'ai envie de te dire, si t'as Chris Paul sur le terrain, c'est pour qu'il joue comme Chris Paul quoi. C'est pas juste pour qu'il soit sur le terrain parce que mais non, on peut pas le mettre sur le banc, tu comprends quoi. Donc ça c'est un peu, ça aussi c'est un peu dommage. Et on parlait des porteurs de balles et des passeurs, etc. Il n'y a pas tant que ça en termes de fréquence en tout cas sur ce match, des pick and roll, vraiment Chris Paul et Wembanyama. C'est un peu dommage. Et même, bon, on va pas le répéter, mais on a eu le retour du roamer fou, Joe Mazzulla, qui encore une fois a mis donc des Twin Towers avec Cornet et Porzingis sur le terrain. D'ailleurs, je suis pas allé vérifier, mais je crois qu'en termes de fréquence de tir, les Spurs sont pas allés beaucoup au panier. Je sais pas si tu peux retrouver la stat rapidement. Mais t'as clairement des séquences où t'as les deux en même temps sur le terrain et l'accès au panier est bouché parce que t'en as toujours un qui est autour du panier un peu en safety. Mais non, je parle de ça parce qu'on a le retour de Porzingis, on le met sur Barnes, alors que Barnes en plus c'est plutôt un shooter, mais c'est pas grave, on le fait abandonner Barnes pour être autour de la raquette. Ou alors on le met sur Stephen Castle, comme font pas mal d'équipes, notamment Memphis, notamment Houston, ils mettent des mecs sur Castle et ils l'abandonnent. Les deux en même temps, on a aussi parfois, ça ce qui était assez dingue, des séquences où en deuxième mi-temps, Porzingis défend Chris Paul. Et là, tu te dis, d'accord, on est en 2025, donc en 2025, Porzingis, qui est mobile, mais pas mobile comme avant la blessure, quoi, qui défend Chris Paul, et ça passe, quoi. C'est vraiment le Joe Mazzulla, le roamer fou, quoi, qui fait ses match-ups pour avoir le plus de safety possible, et qui dit à ses intérieurs, non, mais va autour de la raquette et abandonne ton mec, quoi. Le mélange des match-ups, un peu fou. Bah ouais, il commence à nous habituer à ça de plus en plus. Après, il y a des fois où ça fonctionne bien, il y a des fois où ça se casse la gueule, mais il y a l'avantage d'être fou et d'essayer. Donc moi j'aime bien. Souvent, parfois ça me fait péter un câble, mais parfois j'aime bien. Et 24% de fréquence au cercle, les Spurs, donc 20e centile. Et donc ouais, pas fantastique. Top, Pas top, surtout quand Boston a aussi pas mal défendu je trouve la ligne à 3 points, n'ont pas offert des très bons tirs. Et d'ailleurs, ils ont une petite réussite à 3 points du côté des Spurs. Boston a laissé les tirs à 3 points qu'ils voulaient, entre guillemets, aux Spurs, et ça a plutôt bien marché. Donc, ouais. Belle approche tactique, encore bien coachée par Mazzulla. Récemment, les Celtics tournent plutôt bien. Match-up favorable aussi, entre guillemets. Mais pas mal la bascule a été opérée offensivement quand même un petit peu autour de Tatum héliocentrique. Donc c'est cool, c'est chouette. Et on a vu Torrey Craig. Tu nous parles pas de Torrey Craig qui a fait ses débuts? Qui a mis un tir ou deux, non, je crois, en plus. Ouais, un tir ou deux. Et une petite passe décisive aussi. Il est dans le dunker spot, il la renvoie dans le corner à Peyton Pritchard. Ouais, non, sur Tatum, je crois. Il aurait dû prendre le tir, il a pas pris, il a fait extra passe. Et Tatum qui avait créé l'action à la base et qui le reçoit à la fin. Donc tant mieux. Non, mais après, voilà, au niveau des Spurs, on attend de voir. Alors déjà, c'est pas le coach qui était censé être là, donc il est pas préparé. Mais un peu exactement comme Mazzulla à l'époque de Boston 2023. Quoi. Le mec est propulsé alors que c'était pas le but, quoi. Mais comme dit aussi certains fans des Spurs, il arrive en plein rodéo trip. Donc il y a ce côté aussi, bon, maintenant il y a le break du All-Star Game, peut-être un peu plus de préparation, un peu plus de... Voilà, on verra à la reprise. J'espère encore qu'on aura un peu comme l'an passé de nouveau un Wemby qui entre février, mars, avril est de nouveau un top 10 joueur NBA, quoi. Ce serait cool à voir à plein usage parce que c'est vrai que voilà, le côté pique dans l'inversé, le côté responsabilisation, on l'a pas trop cette année. Allez revoir les matchs contre les Knicks, contre Denver l'an passé en fin de saison, contre Denver encore une fois, contre les Warriors, c'était festival, quoi. Donc bref, à voir, on verra bien.